Le 8 décembre 1941, Washington, D.C. Le jour suivant l'attaque de Pearl Harbor. Alors que les Américains digèrent encore le choc de la guerre, un petit groupe d'hommes, réunis dans une salle de conférence du département de la guerre, fait face à une autre forme de catastrophe. Ce n'est pas sur une carte, mais sur un tableur. Les chiffres sont impitoyables. Les réserves de caoutchouc de l'armée américaine, 600 000 tonnes. Le caoutchouc, nécessaire à une mobilisation complète, 800 000 tonnes par an. Les réserves de caoutchouc naturel, 0. Le Japon contrôle 90% des plantations de caoutchouc du monde. La Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, toutes occupées ou sur le point de l'être. L'approvisionnement en caoutchouc de l'Amérique vient de disparaître en une nuit. Un colonel prend la parole d'une voix calme. « Messieurs, nous avons assez de caoutchouc pour tenir 7 mois. Après cela, chaque char s'arrête, chaque avion reste cloué au sol, chaque véhicule sera inutilisable. Nous ne pourrons plus fabriquer de pneus. Ni de tuyaux, ni de joints, ni de courroies, ni de joints d'étanchéité. Sans caoutchouc, la guerre moderne est impossible. » La salle reste silencieuse. Puis quelqu'un pose la question que tout le monde pense. Peut-on fabriquer du caoutchouc artificiellement ? Un autre secoue la tête. L'Allemagne essaie depuis 1933. Leur caoutchouc synthétique fonctionne à peine. Il craque par temps froid, se dégrade à la chaleur. Nous avons des années de retard. Nous avons 7 mois, dit le colonel, pour faire ce que l'Allemagne n'a pas réussi à faire en 8 ans. Sinon, nous perdons la guerre sans même tirer un coup de feu. Voici l'histoire documentée de la manière dont l'Amérique a fait face à un effondrement total du caoutchouc en 1942. Comment un petit groupe de chimistes, contre la montre, a créé du caoutchouc synthétique à partir de pétrole. Et comment ce pari désespéré est devenu l'une des réalisations industrielles les plus importantes de l'histoire. Mais d'abord, il nous faut comprendre ce qui rendait le caoutchouc naturel irremplaçable, et pourquoi tout le monde pensait que le caoutchouc synthétique était impossible. Le problème du caoutchouc. Le caoutchouc provient des arbres. Plus précisément, des Hevea brasiliensis, l'arbre à caoutchouc originaire de l'Amazonie. Les travailleurs coupent l'écorce en entailles obliques. Le latex blanc en coule, collecté dans des gobelets. Le liquide est ensuite traité, fumé et séché pour obtenir le caoutchouc brut. Ce processus n'a pas fondamentalement changé en plusieurs siècles. Ce qui a changé, c'est l'échelle. En 1900, le monde consommait 50 000 tonnes de caoutchouc par an. En 1940, ce chiffre était passé à 1,4 million de tonnes. Presque tout provenait des plantations de l'Asie du Sud-Est. La Malaisie britannique produisait 40% de l'approvisionnement mondial. Les Indes néerlandaises, 35%. L'Indochine française, 8%. La Thaïlande, Ceylan et Sarawak produisaient le reste. Cette concentration a créé une vulnérabilité stratégique. Celui qui contrôlait l'Asie du Sud-Est contrôlait le caoutchouc et en décembre 1941, le Japon en prit le contrôle total. L'industrie automobile américaine consommait 450 000 tonnes de caoutchouc par an. La mobilisation militaire nécessiterait le double. Un bombardier B-7 contenait plus de 450 kg de caoutchouc dans les pneus, tuyaux, joints et joints d'étanchéité. Un char utilisait 550 kg, un cuirassé en nécessitait 75 tonnes. Un simple Jeep avait besoin de 15 kg rien que pour ses pneus. Multipliez cela par des millions de véhicules et les chiffres deviennent vertigineux. Sans caoutchouc, la guerre mécanisée s'arrête. Point final. Le président Roosevelt comprit immédiatement. Le 19 décembre 1941, soit 11 jours après Pearl Harbor, il créa la Rubber Reserve Company sous la Reconstruction Finance Corporation. Mission : acquérir chaque morceau de caoutchouc aux États-Unis et trouver des alternatives. Des alternatives, justement, l'inventaire des stocks révéla la crise. 600 000 tonnes de réserve totale. L'armée seule avait besoin de 800 000 tonnes par an. La consommation civile, 600 000 tonnes supplémentaires. L'Amérique avait besoin de 1,4 million de tonnes par an et n'avait plus de production. Les mathématiques étaient des catastrophiques. L'avance allemande. L'Allemagne avait déjà affronté ce problème. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles limita l'accès de l'Allemagne aux ressources coloniales, y compris le caoutchouc. En 1926, le chimiste allemand Fritz Hoffmann, des laboratoires Bayer, synthétisa le premier caoutchouc artificiel pratique, appelé Buna, à partir de butadiène et de sodium.
Ce nom devint le synonyme du caoutchouc synthétique. Dès 1933, l'Allemagne nazie priorisa le développement du caoutchouc synthétique. Hitler savait que la guerre arrivait. Il savait que l'Allemagne serait bientôt bloquée. Le caoutchouc était stratégique. Le gigantesque conglomérat chimique IG Farben construisit des usines de caoutchouc synthétique. En 1939, l'Allemagne produisait 22 000 tonnes de Buna par an. Les Alliés étudièrent le caoutchouc allemand capturé. Le verdict fut sévère. Il fonctionnait à peine. Le Buna allemand craquait par temps froid, se dégradait rapidement à la chaleur et avait des performances médiocres dans les pneus d'avion et pour les applications militaires. Mais c'était mieux que rien. L'Allemagne avait 8 ans d'avance sur les États-Unis dans la recherche sur le caoutchouc synthétique et leurs produits ne fonctionnaient toujours pas très bien. Les entreprises chimiques américaines avaient expérimenté le caoutchouc synthétique dans les années 1930. Standard Oil, DuPont, Goodyear, Firestone, US Rubber, Goodrich menaient toutes des recherches. Les résultats étaient décevants. Le caoutchouc naturel avait des propriétés que les versions synthétiques ne pouvaient égaler: élasticité, résilience, résistance à la chaleur, durabilité. Chaque formule synthétique sacrifiait quelque chose d'essentiel. La chimie était comprise théoriquement. Le caoutchouc est un polymère, une longue chaîne de molécules d'isoprène. Le caoutchouc naturel contient des milliers d'unités d'isoprène reliées entre elles. Le défi était de répliquer cette structure de manière artificielle. Le Buna allemand utilisait du butadiène au lieu de l'isoprène, polymérisé avec du styrène. Le polymère résultant ressemblait au caoutchouc mais n'était pas identique. Presque, mais pas tout à fait assez pour des applications exigeantes. Le mandat était clair: produire 800 000 tonnes de caoutchouc synthétique par an. En 1943, il restait 18 mois pour créer une industrie qui n'existait pas, en utilisant une chimie qui ne fonctionnait pas, contre une montre qu'on ne pouvait arrêter. Le programme d'urgence. Février 1942. Bradley Dewey réunit les meilleurs chimistes américains spécialisés dans le caoutchouc à Akron, dans l'Ohio, au cœur de l'industrie du pneu. Des représentants des plus grandes entreprises de fabrication de pneus, Goodyear, Firestone, Goodrich, US Rubber. DuPont envoya des chimistes. Standard Oil envoya des ingénieurs pétroliers. Dow Chemical envoya des spécialistes des polymères. Ces hommes étaient des concurrents acharnés. Ils avaient passé des décennies à protéger des secrets commerciaux. Maintenant, Dewey leur annonça que tout allait changer. « Messieurs, nous faisons face à l'extinction. Je me moque des brevets, des secrets commerciaux, des avantages compétitifs. Nous devons tout partager. Chaque formule, chaque échec, chaque succès où nous perdons. » Les entreprises acceptèrent, d'abord à contre-cœur, puis désespérément, car l'alternative était de perdre leur pays. Les défis techniques étaient énormes. Le caoutchouc naturel provient d'arbres qui prennent des décennies à cultiver. Le caoutchouc synthétique nécessitait des matières premières de pétrolières qui devaient être raffinées, traitées et polymérisées à travers des réactions chimiques complexes. Le processus était ainsi: pétrole brut, raffinage, extraction du butadiène, polymérisation, production de caoutchouc. Chaque étape nécessitait des installations spécialisées qui n'existaient pas. Construire une usine prenait des années. Il en fallait des dizaines. En avril 1942, le gouvernement autorisa 700 millions de dollars pour la construction des usines de caoutchouc synthétique, soit l'équivalent de 12 milliards aujourd'hui. 50 usines devaient être construites simultanément à travers le pays. Des installations de butadiène au Texas, en Louisiane, en Virginie occidentale, des usines de polymérisation dans l'Ohio, le New Jersey et le Kentucky, des sites de production de styrène au Texas et au Delaware, des usines de noir de carbone en Louisiane et en Oklahoma. Le programme de construction rivalisait en échelle et en urgence avec le projet Manhattan. Mais contrairement à la recherche nucléaire, tout cela était public. Tout le monde était au courant. La pression était immense. Les ingénieurs travaillaient sans relâche à la conception des installations. Les équipes de construction commençaient les travaux avant même que les plans ne soient finalisés. L'équipement était commandé avant même que les bâtiments ne soient prêts à l'accueillir. La séquence normale de construction s'effondrait. On construisait et on concevait en même temps. À Baytown, au Texas, une usine de butadiène est passée de la pose de la première pierre à la production en 11 mois, alors qu'habituellement, cela prenait au moins 3 ans.
À Institute, en Virginie occidentale, une installation de styrène butadiène produisait du caoutchouc 13 mois après le début de la construction. Les vétérans de l'industrie appelaient cela impossible. Puis ils ont vu cela se réaliser. Le problème chimique. Alors que la construction progressait à toute vitesse, les chimistes étaient confrontés à un problème encore plus complexe. Fabriquer un caoutchouc synthétique qui fonctionne réellement. Le Buna allemand servait de base. Un polymère, butadiène styrène, composé à 75% de butadiène et 25% de styrène. Les Allemands avaient prouvé que c'était possible, mais possible ne suffisait pas. Les spécifications militaires exigeaient un caoutchouc capable de fonctionner dans des plages de température extrêmes, de 40 degrés à 250 degrés, qui résistent aux huiles, aux carburants et aux produits chimiques, qui maintiennent son élasticité sous pression et qui durent des années, pas des mois. Le Buna allemand échouait à la plupart de ces exigences. La percée est venue de plusieurs sources simultanément. Les chercheurs de Standard Oil ont modifié le processus de polymérisation, contrôlant plus précisément la température et la pression. Les chimistes de DuPont ont découvert qu'en ajoutant de petites quantités de modificateurs, d'acides gras et de recaptine, ils pouvaient améliorer le contrôle du poids moléculaire. Les chercheurs de Goodyear ont constaté que changer le ratio de butadiène à styrène de 75-25 à 77-23 améliorait considérablement les performances à basse température. Les scientifiques de Goodrich ont développé de meilleurs processus de vulcanisation ajoutant du soufre pour croiser les chaînes polymères. Ces découvertes ont été partagées immédiatement. Aucune entreprise n'a gardé ses percées pour elle. Chaque amélioration circulait à travers tout le programme en quelques jours. L'avantage concurrentiel ne comptait plus si l'Amérique perdait. En juin 1942, les chimistes américains avaient créé le GRS, le caoutchouc styrène gouvernemental. La formule ressemblait à celle du Buna allemand, mais avec des améliorations critiques. Un meilleur contrôle du poids moléculaire, une stabilité thermique améliorée, une durabilité accrue. Le GRS n'était toujours pas aussi performant que le caoutchouc naturel, mais il était suffisamment proche et pouvait être fabriqué à partir de pétrole aux États-Unis. Une production à l'abri des ennemis. En août 1942, les premières usines de caoutchouc synthétique furent mises en service. La production atteignait 2500 tonnes par mois. L'objectif était de 67 000 tonnes par mois. Ils étaient loin du compte. Les installations fonctionnaient techniquement, mais passer de la production en laboratoire à l'échelle industrielle a révélé d'innombrables problèmes. Les réacteurs se colmataient avec des résidus polymères. Les tuyaux se corrodent sous l'exposition chimique. Les vannes cédaient sous pression. Les systèmes de contrôle de la température ne parvenaient pas à maintenir une précision sur de grands volumes. Chaque échec signifiait une interruption, une enquête, une refonte, puis un redémarrage. Pendant ce temps, les stocks de caoutchouc diminuaient. En septembre, les réserves sont tombées à 400 000 tonnes. Il restait 4 mois de stock. Le gouvernement mit en place un rationnement. La production de pneus civils fut complètement arrêtée. La fabrication automobile fut suspendue. Les pneus existants furent recouverts, recyclés et rationnés. Une collecte nationale de caoutchouc usagé fut lancée. Des vieux pneus, des bottes, des tuyaux, tout ce qui était en caoutchouc fut récupéré. Les citoyens donnèrent leurs biens en caoutchouc par patriotisme. La campagne recueillit 450 000 tonnes de caoutchouc usagé. Cela a aidé, mais le caoutchouc usagé était dégradé. Il était utile pour des applications de moindre qualité, mais pas pour les équipements militaires. Les usines de caoutchouc synthétique devaient fonctionner. En octobre 1942, la production atteignit 8 000 tonnes par mois. C'était encore insuffisant, mais les ingénieurs et les chimistes vivaient dans les usines. Des semaines de 70 heures devenaient le normal. Ils optimisaient chaque étape, ajustaient les températures, modifiaient les catalyseurs, redessinaient l'équipement sur le terrain. La courbe d'apprentissage était brutale, mais la production grimpa à 10 000 tonnes en novembre, à 15 000 tonnes en décembre, à 22 000 tonnes en janvier 1943. Ensuite, les tests commencèrent. Les spécifications militaires exigeaient des preuves. Le caoutchouc GRS pouvait-il résister aux conditions de combat ? L'armée testa des pneus de Jeep parcourant des déserts brûlants et des froids arctiques. La marine testa des tuyaux et des joints dans les salles des machines des navires. L'armée de l'air testa des composants d'avions opérant à 30 000 pieds.
Les résultats furent variés. Le GRS se comporta de manière adéquate dans la plupart des applications. Excellent dans certains cas, médiocre dans d'autres, mais suffisant pour survivre. Le caoutchouc naturel était optimal, certes, mais le caoutchouc synthétique était utilisable, et utilisable signifiait survie. Le tournant. Mars 1943. La production de caoutchouc synthétique atteignait 50 000 tonnes par mois. La crise se calmait, pas résolue, mais plus existentielle. En juin, 65 000 tonnes par mois. Les usines approchaient de la capacité cible. En septembre, 70 000 tonnes. Ils y étaient parvenus. 18 mois pour passer de 0 à 840 000 tonnes annuelles, plus que les importations de caoutchouc naturel d'avant-guerre. Ce qui semblait impossible était désormais une réalité. Mais des défis demeuraient. Le GRS ne parvenait toujours pas à égaler le caoutchouc naturel dans des applications critiques. Pneus d'avion, chenilles de tank, tuyaux haute performance. Pour ces besoins, les chimistes développèrent des variantes spécialisées. Le GRRI utilisait de l'isoprène au lieu du butadiène, imitant ainsi davantage le caoutchouc naturel. Le néoprène, un développement de Dupont, résistait mieux aux huiles et à la chaleur que tout autre caoutchouc naturel. Le caoutchouc excellait dans les chambres à air et les joints d'étanchéité. Le caoutchouc synthétique américain ne fut pas un seul produit, mais une famille de polymères spécialisés, chacun optimisé pour des applications spécifiques. Mieux que de tenter de remplacer le caoutchouc naturel par une seule formule. Cette diversité offrait une flexibilité que le caoutchouc naturel ne pouvait égaler. En 1944, la production de caoutchouc synthétique dépassa 1 million de tonnes annuelles. Les États-Unis produisaient plus de caoutchouc synthétique que le monde entier n'en avait produit de caoutchouc naturel en 1940. L'échelle de production était stupéfiante. 51 usines en fonctionnement continu, 75 000 travailleurs, 20 000 tonnes de caoutchouc produites chaque semaine, 5 000 tonnes de styrène. La chaîne d'approvisionnement s'étendait à travers tout le pays. Les champs pétrolifères du Texas fournissaient le brut. Les raffineries de Louisiane extrayaient le butadiène. Les usines de l'Ohio polymérisèrent le caoutchouc. Les usines du Michigan fabriquèrent ces pneus. Chaque maillon était interconnecté. Perturber l'un menaçait l'ensemble du système. Mais aucun ennemi ne pouvait perturber cela. Les usines étaient sur le sol américain, hors de portée des bombardements, hors de portée des sous-marins. Le déclin allemand. Pendant que l'Amérique bâtissait sa capacité en caoutchouc synthétique, l'Allemagne peinait. Les bombardements alliés ciblaient sans relâche les usines chimiques allemandes. Les installations d'IG Farben à Ludwigshafen, Leverkusen et Holz subissaient des raids répétés. La production s'effondrait. En 1944, la production de caoutchouc synthétique en Allemagne avait chuté de 40% par rapport à son niveau maximal. Pire encore, la qualité s'était dégradée. Désespérés de maintenir leur production, les chimistes allemands coupèrent des coins, réduisaient les temps de polymérisation, sautaient des contrôles de qualité. Le caoutchouc produit était à peine fonctionnel. Les tanks allemands perdèrent leurs chenilles. Les avions de la Luftwaffe avaient des défaillances de pneus à l'atterrissage. Les véhicules tombaient en panne à cause de tuyaux et de joints défectueux. La crise du caoutchouc que Hitler avait redoutée en 1933 arriva en 1944. Les logistiques allemandes dépendaient davantage des chevaux que des véhicules motorisés à la fin de la guerre, en partie parce qu'il manquait de caoutchouc. Le contraste était frappant. Les États-Unis entrèrent en guerre sans industrie de caoutchouc synthétique et en bâtirent une de toutes pièces en 18 mois. L'Allemagne avait 8 ans d'avance et perdit sa capacité à produire à cause des bombardements et de l'épuisement des ressources. La supériorité industrielle américaine, combinée à un savoir-faire technique partagé et à un investissement gouvernemental massif, réussit là où le régime allemand échoua. L'impact de l'après-guerre. Victoire en Europe, mai 1945. Victoire au Japon, août 1945. La guerre était terminée. Mais la production de caoutchouc synthétique se poursuivit car tout le monde comprit quelque chose de remarquable. Ils avaient créé une industrie qui fonctionnait mieux que la version naturelle pour de nombreuses applications. Le caoutchouc synthétique d'après-guerre n'était pas un substitut désespéré. Il devint le matériau préféré. En 1950, 50% du caoutchouc américain était synthétique. En 1960, 70%. En 1970, 75%. Aujourd'hui, il représente plus de 60% de la production mondiale.
Le caoutchouc naturel reste optimal pour certaines applications. Pneus lourds, amortisseurs antisismiques, dispositifs médicaux. Mais pour la plupart des usages, le caoutchouc synthétique offre des avantages. Consistance, le caoutchouc naturel varie en fonction des plantations, des saisons et des méthodes de transformation. Le caoutchouc synthétique est chimiquement identique à chaque lot. Performance. Les synthétiques spécialisés surclassent le le caoutchouc naturel en résistance à la chaleur, aux produits chimiques, ou à la durabilité. Coût. Les prix du caoutchouc synthétique sont liés au pétrole, plus stable et souvent moins cher que le caoutchouc naturel. Sécurité d'approvisionnement. Le caoutchouc synthétique peut être produit partout où il existe des installations pétrolières et chimiques. Pas de dépendance aux plantations tropicales. L'industrie du caoutchouc synthétique, créée en 1942, existe toujours aujourd'hui. Elle s'est développée, raffinée et est devenue mondiale. La chimie développée lors de ces 18 mois de programme d'urgence est devenue la base de la science des polymères modernes. Le caoutchouc styrène-butadiène, SPR, descendant du GRS, est le caoutchouc synthétique le plus produit au monde. 50% de tous les pneus sont fabriqués à partir de SPR. La formule n'a pratiquement pas changé depuis 1943. Le caoutchouc polybutadiène, développé pendant la guerre, est le deuxième plus utilisé dans les pneus, les courroies et les tuyaux. Le polychloroprène, le néoprène, le polyisoprène, le butadène, le caoutchouc nitrile, tous développés ou perfectionnés durant le programme de caoutchouc synthétique de la Seconde Guerre mondiale. La victoire cachée. Les historiens débattent des facteurs ayant conduit à la victoire de la Seconde Guerre mondiale: production industrielle, cryptographie, bombardement stratégique, armes nucléaires, mais rares sont ceux qui évoquent le caoutchouc. C'est ennuyeux, technique, peu glamour. Pourtant, sans caoutchouc synthétique, l'Amérique n'aurait pas pu gagner, n'aurait pas pu déployer des millions de véhicules, n'aurait pas pu soutenir la guerre mécanisée à travers 2 océans et 4 continents. Chaque tank, chaque avion, chaque navire, chaque jeep dépendait du caoutchouc. Et en 1941, l'Amérique n'en avait pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production totale de caoutchouc synthétique par l'Amérique entre 1942 et 1945 a atteint 3,4 millions de tonnes. Ce caoutchouc a équipé 2,6 millions de véhicules militaires, 300 000 avions, 4 000 navires et permis de fabriquer 86 millions de pneus. Sans caoutchouc synthétique, ces chiffres auraient été impossibles. La guerre aurait été perdue, non pas par défaite militaire, mais par paralysie industrielle. En comparaison, l'Allemagne a produit 1,1 million de tonnes de caoutchouc synthétique entre 1933 et 1945 sur une période de 12 ans. L'Amérique a produit 3 fois plus en seulement 4 ans. Cette disparité ne reflète pas seulement une capacité industrielle, mais aussi quelque chose de plus profond. La volonté des États-Unis de partager les connaissances, de privilégier la survie nationale au détriment des avantages commerciaux. Le développement du caoutchouc synthétique en Allemagne était contrôlé par IG Farben, un cartel protégeant brevets et profits. Aux États-Unis, le développement était collaboratif, financé par le gouvernement, ouvert. Cette différence fut décisive. Les chimistes oubliés. Des noms comme Eisenhower et Patton sont mémorisés, tandis que des noms comme Bradley Dewey et les milliers de chimistes ayant créé le caoutchouc synthétique sont oubliés. Pourtant, leur contribution fut tout aussi cruciale. Sans généraux, les armées manqueraient de leadership. Sans caoutchouc, les armées ne pourraient pas se déplacer. Les chimistes ayant travaillé dans les raffineries du Texas méritent reconnaissance. Les ingénieurs ayant construit 51 usines en un temps record doivent être honorés. Les ouvriers ayant géré les installations sous pression méritent d'être reconnus. Ils n'ont pas reçu de médaille, n'ont pas combattu sur les champs de bataille, mais ils ont gagné la guerre aussi sûrement que n'importe quel soldat. Un chimiste interviewé après la guerre a décrit la pression. Nous savions que l'ensemble de l'effort de guerre dépendait de notre réussite. Chaque jour où nous échouions, des soldats mouraient parce que l'équipement n'arrivait pas. Cette réalité nous a poussés à travailler sans relâche. On travaillait jusqu'à épuisement, dormait 4 heures, puis recommençait. Pas pour des discours patriotiques, ou de la propagande, mais parce que nous comprenions les mathématiques. Pas de caoutchouc, pas de mobilité, pas de victoire. C'était aussi simple que ça. L'héritage moderne.
Aujourd'hui, le caoutchouc synthétique est omniprésent, invisible. Chaque voiture contient environ 90 kg de caoutchouc dans les pneus, les joints, les tuyaux et les courroies. Chaque avion utilise des milliers de composants en caoutchouc. Chaque smartphone contient du caoutchouc pour l'absorption des chocs et l'étanchéité. Le monde moderne fonctionne grâce au caoutchouc, dont 90% est synthétique. Ce caoutchouc a été créé à partir de pétrole, grâce à des processus développés lors des urgentes initiatives de 1942. La technologie a évolué, les catalyseurs modernes améliorent l'efficacité de la polymérisation, les modélisations informatiques optimisent les structures moléculaires, de nouvelles formules créent des caoutchoucs aux propriétés impossibles en 1943. Mais la chimie fondamentale reste inchangée. Polymériser du butadiène avec du styrène, contrôler le poids moléculaire, vulcaniser avec du soufre. Le processus perfectionné par les chimistes américains sous la pression de la guerre continue de produire la majeure partie du caoutchouc mondial. Et la leçon stratégique demeure pertinente. Contrôler les ressources naturelles crée des vulnérabilités. La dépendance aux approvisionnements étrangers devient un handicap en période de conflit. La capacité de synthétiser des matériaux essentiels à partir de ressources disponibles procure de la sécurité. L'Amérique l'a appris en 1942, lorsque le Japon a saisi les plantations de caoutchouc. La réponse, créer du caoutchouc synthétique à partir de pétrole, a garanti que cela ne se reproduirait jamais. Conclusion, la révolution silencieuse. En décembre 1941, l'Amérique faisait face à une catastrophe du caoutchouc. 7 mois de stock sans source naturelle. Tous les experts disaient que le caoutchouc synthétique ne pourrait jamais égaler les performances du caoutchouc naturel. L'Allemagne avait essayé pendant 8 ans et échoué, l'Amérique avait 18 mois, sinon elle perdrait la guerre. Ils ont réussi, non pas grâce à une percée géniale, mais grâce à la désespérante collaboration, au partage des connaissances, à un investissement massif, à des horaires de travail intenses et à une chimie fondamentale qui, au final, fonctionna bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. En 1945, l'Amérique produisait plus de caoutchouc que le monde n'en avait jamais vu. Tout synthétique, tout à partir de pétrole, tout créé dans des installations qui n'existaient même pas en 1941. L'industrie créée sous crise devint permanente, rentable, essentielle. Aujourd'hui, le caoutchouc synthétique est une industrie mondiale de 35 milliards de dollars, employant des centaines de milliers de personnes, produisant 15 millions de tonnes par an, toutes issues des programmes désespérés de 1942. La leçon n'est pas seulement technique, mais philosophique. Lorsque la catastrophe menace, l'impossible devient secondaire. Vous faites ce qui était nécessaire, ou vous périssez. En 1942, l'Amérique a affronté une chimie impossible, des délais impossibles et une échelle impossible, et a accompli ces 3 défis, car l'échec signifiait l'extinction. Le succès signifiait la survie. Et lorsque cessons les alternatives, les gens trouvent des solutions. La crise du caoutchouc de 1942 a forcé une innovation qui a changé le monde. Pas seulement pour gagner la guerre, mais pour créer des matériaux qui ont permis la prospérité d'après-guerre, le transport moderne, le commerce mondial, les avancées technologiques, tout cela construit sur du caoutchouc synthétique, fabriqué à partir de pétrole, inventé en 18 mois, désespéré. Parce que l'Amérique n'avait pas le choix et a réussi au-delà de toute imagination. Si cette histoire de comment une crise désespérée a créé une innovation durable vous a inspiré, appuyez sur le bouton like, elle est le me, et abonnez-vous. Nous vous présentons les réalisations techniques oubliées qui ont façonné l'histoire, les innovations discrètes qui ont gagné des guerres et les révolutions silencieuses qui ont tout changé. Plus de documentaires incroyables à venir.